Salut à tous, c'est Bismart. On est de retour, une nouvelle heure de débat autour de l'actualité. Alors intense. Macron hyperactif, voilà, l'intensité de l'actualité macroniste et macronienne, ça part dans tous les sens. Évidemment, il y a une énorme séquence industrialo-protectionno-patriotique, voilà, on va appeler ça comme ça. La séquence classe moyenne, on en parlait largement la semaine dernière, mais elle continue et même elle se précise, voilà. Donc ça va nous faire beaucoup. Et puis il y a aujourd'hui, oui c'est ça, aujourd'hui et demain, Elisabeth Borne qui reçoit les syndicats, donc one-to-one, etc. Et il y a des choses importantes, intéressantes aussi sans doute à dire autour de ce sujet-là. Donc voilà, ça va nous faire une grande partie du sommaire, avec toujours forcément il y a quelque chose à dire autour de GPT de toute façon. Donc on trouvera forcément quelque chose à dire autour de GPT. Donc c'est parti, c'est Bismart. Autour de la table, donc Luc Breton, salut Luc, qui a toujours quelque chose à dire sur GPT, Luc, donc on verra ça, Next Gen Entreprise, et puis ancien patron de l'innovation et de la techno chez Orange, Léonidas Kalogineropoulos, salut Léonidas. Bonjour. Multiples casquettes, entrepreneur pour la République, l'Open Internet Project aussi m'intéresse parce qu'il y a 2-3 éléments là intéressants, et puis quand même tes responsabilités patronales, ce qui est aussi des sujets sociaux, dialogue social, donc voilà, t'es en plein dedans. Cédric Guérin, salut Cédric. Salut Stéphane. Contribuable et entrepreneur. C'est bien aussi, c'est bien. Oui, mais c'est quand même chercher des multiples casquettes. Tu vois, donc moi aussi, je suis contribuable et entrepreneur. Enfin, non, pas vraiment entrepreneur. Président d'entreprise, on va dire ça comme ça. Parce que, voilà, en tant que contribuable, on a aussi des trucs à dire sur ce qui se passe en ce moment. Non, mais c'est intéressant parce que je vous le raconte, vous êtes rentré dans le studio, là, Luc et puis Léonidas, en me disant, Luc, je peux le dire. Tu me dis, je redeviens macroniste, dis donc. Ce qui est, à mon avis, le but de la séquence, là, hein, c'est d'aller essayer de récupérer les gars qui, à un moment, ont voté pour lui et commençaient à avoir de sérieux doutes. Qu'est-ce qui te rend à nouveau macroniste, là, mon cher Luc ? Je l'ai trouvé très courageux sur la séquence des retraites. Ouais. Donc ça m'a beaucoup plu, parce que pour une fois qu'un président ne lâche pas au premier virage et aux premières difficultés, il faut le saluer, qu'on soit pour ou contre. Il y a un vrai courage chez le président, et donc on peut juste le constater et s'en féliciter. Et puis ensuite, là, toute la séquence pro-business avec les investissements étrangers en France, la favorisation, enfin le rendre favorable les emplois locaux en Europe et en France, s'assurer que les taxes carbone et autres dispositifs ne favorisent pas des bonus qui vont directement financer les économies étrangères qui n'ont pas besoin de nous. Les économies chinoises et américaines n'ont pas besoin de nous pour être en pleine santé. Moi, tout ça me semble frapper au coin du bon sens. Il y a plus d'1 an que tu m'en parles de ça, hein, faire un bras d'honneur à toutes les réglementations commerciales internationales. Alors, toi, c'était dans le secteur de l'Internet. Oui, absolument. Et tu l'étends. C'est le maire qui a fini par reprendre ce que j'ai dit sur ce plateau il y a un moment, effectivement, qui dit que dans la théorie des jeux, le dernier qui applique la règle perd. Et ben, c'est exactement ce que je dis depuis toujours ici, avec toi, Stéphane. Je te l'aime. C'est dans le monde de l'Internet, puisqu'aujourd'hui, quand même, le secteur qui porte tous les autres secteurs, c'est le secteur du numérique, que ça plaise ou pas. C'est là qu'est l'innovation et qui va infiltrer tous les autres secteurs. C'est là qu'est donc le plus grand gisement de création de valeur mondiale. On a surtout organisé un oligopole GAFAM et BATX, donc des Américains et des Chinois, sur un terrain de conquête européen, et que la souveraineté européenne, là, c'est revenu au fronton des ministères, c'est revenu dans le discours de Macron. Il a même compris que la France devait aller plus vite que l'Europe, parce que sinon on n'y était pas arrivé dans 30 ans, et que ce qu'on plante aujourd'hui va pousser dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, et la France doit agir tout de suite en ne respectant pas les lois européennes et les lois internationales, parce que les géants font ça. Les Américains se disent libéraux, mais sont les plus grands protectionnistes que la Terre porte. Les Chinois, j'en parle même pas. Et ils sont. Alors attends, Luc, j'ai juste deux, trois infos, parce que vous avez les grandes lignes, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, mais en même temps vous bossez aussi. Donc c'est vrai que tu fais référence à 2-3 éléments qui vous ont peut-être échappé, notamment effectivement sur le bonus-malus automobile. C'est important parce que
Macron annonce, on va voir les décrets, hein, et les chefs d'entreprise français sont quand même un peu méfiants devant une nouvelle usine à gaz, mais c'est vrai qu'il annonce une forme de réponse aux imperfections de la taxe carbone aux frontières de l'Europe. Vous savez, on l'avait beaucoup expliqué, en gros, on taxe la bobine d'aluminium, mais pas la voiture assemblée qui arrive tout assemblée de Chine. Soi-disant parce qu'on ne peut pas en mesurer l'impact carbone total. Tu parles évidemment qu'on peut. Et donc, visiblement, le bonus-malus automobile, donc ce qui ressort, il ne peut jouer que là-dessus, hein, Macron, sur la fiscalité française, va être calibré en fonction de l'impact carbone total, dit-il, et donc de l'acheminement. Et donc, ça devrait exclure les voitures chinoises du bonus-malus automobile. Petite incise, son ami Elon Musk, donc qui était son nouvel ami Elon Musk, qui était hier à l'Elysée, plus de la moitié de ses voitures aujourd'hui sont construites à Shanghai quand même. Hein. Donc peut-être qu'il va être impacté. Et l'autre point que je trouve aussi très intéressant que tu signales, c'est le fonds d'investissement français dans les métaux stratégiques. Donc là, c'est État et industriels à travers un véhicule privé qui s'appelle Infravia, qui vont prendre un fonds d'infrastructure. Voilà, et qui vont prendre des participations dans les mines à travers le monde. Il le fait sans attendre effectivement une initiative européenne qui était en train plus ou moins de naître avec les Allemands. Et dit on n'a pas le temps, on y va, on avance. Et quand même, Emmanuel Macron, ça a été, de mon point de vue, le premier dirigeant européen à être vraiment outré publiquement par l'Inflation Reduction Act américain et à dire bon bah là il va falloir riposter. En France, l'ensemble des mesures qui répondent peu ou prou à l'IRA, c'est l'IRA aux États-Unis, c'est 400 milliards en gros. En France, c'est l'équivalent du bundle de l'ensemble des mesures, c'est à peu près 100 milliards, ce qui en proportion de la population et du PIB français est tout à fait équivalent. Attends, on va y revenir là-dessus. Moi, je dis bravo. Léonidas, toi aussi, tu redeviens macroniste ? Enfin, moi, je poursuis la compréhension d'une logique dont il est en train d'expliquer les tenants et aboutissants, et c'est une séquence de pédagogie qui est absolument nécessaire, qui est finalement de dire de quoi sommes-nous fiers dans notre pays. Est-ce que notre pays, c'est d'abord et avant tout son code du travail et ses droits sociaux, ou est-ce que c'est d'abord et avant tout son industrie, étant entendu que là, on ne peut pas faire du en même temps. Si on veut sacraliser et totémiser notre code du travail, notre retraite à 60 ans, le partage absolu, le pays le plus fiscalisé au monde, qui redistribue. Si c'est ça notre volonté, ça a un impact, ça casse notre industrie, et le résultat, c'est que on l'a détruite. Si on veut qu'elle revienne, il faut qu'on rééquilibre sur l'ensemble de ce modèle social. Il n'a rien annoncé sur le modèle social, si. Il est en train de remettre en cohérence, je l'ai entendu hier et je pense qu'on l'a entendu ensemble, il est en train de remettre en cohérence le fait que s'attaquer au totem des 62 ans de la retraite, c'est 15 milliards. Que nos milliards d'impôts aillent abreuver un système qui tourne dans le vide, pour qu'on aille le mettre dans de l'industrie, pour qu'on réindustrialise. Et je pense qu'il est en train d'amener notre pays à faire une inflexion que je trouve passionnante. J'aurais même un échange avec le secrétaire national du Parti communiste sur ce sujet. Je trouve qu'on est dans des moments où il faut comprendre. C'est passionnant, ça n'a aucun intérêt de ne parler qu'entre nous. C'est important. C'est une plaisanterie, le Parti communiste français, parce que pour le coup, il te fait du en même temps. Lui, il te garde la retraite à 60 ans. Alors évidemment, ils sont productivistes depuis Staline et Stakhanov. Ça n'a pas changé. Oui. Et ils sont pro-nucléaires. Voilà, voilà leurs deux vertus. Mais pour le reste, t'inquiète pas que retraite à 60 ans et 35 heures, voire 32 heures. Ils sont favorables à l'industrie. Ah oui, ça n'a jamais été des tenants du travail et moi. C'est pas cette gauche-là qui a porté les 35 heures. Il y a la nécessité de voir comment notre pays peut retrouver sa fierté de pays, de nation, autour d'une industrie qui, pour être capable de redevenir performante, accepte qu'on ne peut pas tout déséquilibrer au nom d'un idéal social qui n'arrête pas de nous appauvrir. D'accord, Léonidas, mais cette pédagogie, je trouve qu'il est en train de la faire et de s'y cogner. Et la CGT a dit la même chose hier. J'ai écouté la nouvelle secrétaire générale qui expliquait que eux, ils étaient un syndicat du travail.
D'ailleurs, c'est même marqué, c'est marqué Bien sûr. dans le nom même du syndicat. Oui, mais c'est pas anodin. Bien sûr. C'est pas anodin. Mais on est en train de renouer avec des choses qui sont absolument fondamentales dans les racines de notre pays. Et je pense que l'on est aussi en train de restructurer notre fierté nationale. Et non seulement de la restructurer, mais de la remaîtriser. Et pas simplement de faire de la France une espèce de mot dont on ne sait plus ce qu'il veut dire. Oui, parce que c'est plus du côté protectionniste, on va dire, que du côté social qui multiplie les annonces depuis quelques jours quand même. C'est là-dessus que c'est vraiment spectaculaire, Léonidas. Mais d'abord, je pense qu'il a raison de dire... Selon quoi, là, il est en phase avec le Parti communiste, je le confirme. Oui, il est en phase avec le Parti communiste. Oui, mais il est en phase également avec les libéraux. Pourquoi? Libéral que je suis, avec un libéral tempéré que je suis. Tu sais, deux libéraux, trois façons de voir les choses. Hein, donc, voilà. Moi, j'ai trouvé ma manière d'exprimer mon libéralisme et de parler d'entrepreneurialisme. Il est en train de remettre la dynamique entrepreneuriale au cœur de la logique de tout ce qu'il fait. Et de ce point de vue-là, oui, je me retrouve totalement dans cette séquence, qui est d'ailleurs quasiment une séquence de banquier. Les gens qui protestent disent « mais il distribue des milliards à plus savoir qu'en faire ». Ce sont des milliards investis. C'est vrai. C'est de l'investissement. C'est vrai. Et de ce point de vue-là, je suis totalement d'accord avec ce que dit Luc. Il y a un moment donné où on aura le retour sur investissement. Et le pari, c'est le plein emploi. C'est que le plein emploi nous permettra d'avoir les recettes fiscales et les recettes sociales qui nous permettront de changer l'état d'esprit du pays. Et de changer l'état d'esprit du pays. Déjà avec 1 million d'entrepreneurs dont on peut débattre tant qu'on veut, 1 million d'entrepreneurs, ça transforme... alors partons pas sur le million d'entrepreneurs, parce qu'on ouvre des tiroirs là. Vas-y Cédric, restons sur la séquence macronienne-macroniste. Alors je sais pas si toi tu as... Qu'on aime Macron, qu'on n'aime pas Macron, stratégiquement c'est bien joué. Il aura fait sur la première année la réforme la plus horrible de son quinquennat. Donc, en fait, il a mis ça derrière lui, il a passé plusieurs mois très compliqués, mais finalement, il lui reste 4 ans avant de pouvoir, ou 3 ans avant de pouvoir mettre son dauphin en place et la stratégie pour 2027. Donc, finalement, il se met derrière lui les complications, et il ouvre et il reprend la main sur là où il est le meilleur, l'attractivité. Pourquoi on aimait bien Emmanuel Macron en 2017 ? Il est jeune, il vient de la société civile, il a envie d'avancer, il fait bouger les choses. Et c'est ça qui a redoré l'image de la France à l'extérieur. Donc finalement, il se repositionne là où est sa force. Et on voit que 6 ans après, Choose France est toujours très dynamique, parce que finalement, gros montant d'investissement, un casting toujours aussi impressionnant, parce que finalement, à la 6e édition, toujours être capable de faire venir un Elon Musk ou autre, je trouve que c'est très fort en termes de marketing. Ça fait penser aux Awards, tu sais, que j'organisais quand on était sur BFM Business. Je vous le raconte une fois. C'est vrai qu'on a un très très beau plateau, je ne sais plus quelle année. On a quand même Carlos Ghosn et Carlos Ghosn, Xavier Niel, Emmanuel Macron, Manuel Valls, Premier ministre. Et le lendemain matin, on invitait ceux qu'on avait là, et donc Carlos Ghosn rentre dans le studio et fait « Comment vous allez faire l'année prochaine ?» Pour faire mieux, tu vois. Il n'avait pas tort. C'est ça qui est fantastique, c'est qu'il aura su finalement reprendre la parole très vite sur des sujets qu'il maîtrise parfaitement et remettre la France au centre du monde en termes de marketing. C'est toujours à Versailles. Et c'est ça qui est très intelligent. Il ne le fait pas à l'Élysée, il le fait à Versailles. Tu sais, on se disait un truc avec Luc. Donc, moi, hier, grosse journée de boulot, etc. Je n'étais pas au courant pour Elon Musk. Et donc, tu rentres le soir, tu allumes la télé, tu regardes les infos, bam, tu vois l'image. Et je fais « Waouh !» Paris. Et je me suis dit, quel autre mec, il est là, quelle autre personnalité me ferait le même effet ? En fait, j'en trouve pas. Et je trouve ça, alors ça, Léonidas, c'est ton truc, je trouve génial que le héros, alors peut-être notre monde, mais quand même, hein, que l'un des héros du monde soit pas un acteur, certainement pas le roi ou le prince Charles ou je sais pas quoi. Et il emmène l'humanité dans l'espace. C'est un truc de dingue. Vas-y, pardon Cédric. Réussir à l'attirer en France, il voit pas que Emmanuel Macron, il voit Bruno Le Maire, et il y a un vrai travail de fond. Moi, je trouve que c'est une super séquence
pour remettre la France comme une vraie nation assez forte. C'est du marketing, à la fin Non, on verra. c'est pas du marketing, c'est de la fierté nationale. Mais c'est beau le marketing, enfin, Non, mais le marketing, c'est du marketing de la France. C'est bon le marketing. Musk l'a dit d'ailleurs, hein, et il est impressionné par la façon dont on le reçoit, c'est le marketing de la France. C'est certainement pas forcé Musk à le dire. Hein. Il Non, pense, non. hein. Oui. C'est pas le genre de la maison. Alors il sera là demain, mais mon ami Thomas Blard, banquier d'affaires aussi, comme toi, et sans doute un peu cynique et pervers, dit que ça a peut-être été négocié. Ça a peut-être été négocié dans le cadre du bonus-malus automobile. Non, mais probablement, lui il Ok, vient de- ok, on vous permet d'acheter une Tesla avec le bonus, mais on veut Musk à Choose France. Mais tu je vois- crois pas, moi. L'administration française fonctionne pas comme ça. Elle sait pas faire ça. Non, elle sait pas faire ça. Mais ça se travaille depuis des mois, ce qui est annoncé aujourd'hui. Donc, on voit que toute la séquence qui a monopolisé toute l'attention depuis des mois, en coulisses, il y avait tous les autres ministères qui Alors, travaillaient. je peux te dire que non, Cédric. J'ai de bonnes infos là-dessus. Je vais pas te dire d'où elles viennent. Mais j'ai de bonnes infos là-dessus de quelqu'un qui a pris part à cette séquence. Je peux te dire qu'il a été rattrapé par les cheveux il y a 15 jours. Ah, là, tu parles d'Elon Musk. Non, mais non, je connais pas Elon Musk, De mon Choose gars. France. Non, de tout, toute Ah. la séquence. La séquence, elle commence en fait avec le rapport EY sur l'attractivité de la France, et elle se termine avec Choose France. Et donc toute cette séquence est, j'ai un communicant qui est là pour que ça imprime. Il n'y a pas de secret, il faut que ce soit massif. Toute cette séquence a été montée dans une relative urgence. Oui, Voilà. mais tes 13 milliards, c'est des dossiers qui sont depuis des mois travaillés. Ça veut dire que, si tu veux, pour à un faire moment, une séquence de communication... à un moment, t'arrives, enfin, comme dans la banque, à un moment, tu arrives à agréger des chiffres qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres, et ça donne 13 milliards. Mais bon, le fait est, c'est que finalement, tu es sur une politique industrielle et de R&D, On pas est que d'accord. l'industrie. Ah, on est tout à fait On crée des emplois en plus qui sont en moyenne mieux payés que les autres et plus pérennes. Parce que finalement, avant de redécoudre ce que tu as mis plusieurs années à construire et le remettre en Allemagne ou peu importe où, c'est très compliqué. Donc finalement, on vient sur... Il est compliqué de mesurer le retour sur investissement tout de suite, mais c'est du bon déficit, comme on le disait tout à l'heure. Alors attends, C'est la deux meilleure choses façon là-dessus. d'investir. Moi, quand même, je vous le dis, je l'ai dit beaucoup ici, je ne crois pas qu'il faille qu'on parle d'emploi quand on parle d'industrie. Il faut qu'on parle de valeur ajoutée. C'est l'image que je prenais. Il y avait beaucoup plus de monde dans les usines Fiat en décrépitude rachetées par Stellantis que dans les usines de Tesla. Donc pour moi, l'emploi est un mauvais critère et il faut faire attention à l'emploi. C'est la valeur ajoutée, le critère. Voilà, c'est le PIB, c'est la richesse produite. Beaucoup plus moderne. elles sont Exactement. beaucoup plus- donc c'est les- Deuxième point, deuxième point sur l'IRA et sur le crédit d'impôt. Parce que c'est un crédit d'impôt. Christine Lagarde, à son époque, parlait de niche galopante. Effectivement, on dit partout 400 milliards pour l'IRA, ce ne sera On pas n'en 400 sait rien. milliards. Voilà, ce sera sait sans rien. doute. On peut pas Là, moi, savoir. j'ai lu des études à 1500 milliards pour l'IRA. Et de la même façon, nous, on met le doigt dans un engrenage. Les Américains, enfin, on verra, hein, eux aussi commencent à avoir des problèmes avec leur dette. Mais tu mets le doigt dans un engrenage où tu ne sais pas où il va t'amener quand même le crédit d'impôt. Mais c'est vrai que c'est le truc le Non, plus mais efficace. le pari est effectivement que si, en ayant des impôts au niveau où nous les avons, nous n'avons pas les industries qui viennent, Ouais. le fait d'avoir un crédit d'impôt va permettre d'avoir les industries et l'activité qui est liée à ces industries permettra de faire rentrer plusieurs gens, avec d'ailleurs d'ores et déjà. Inch'Allah, c'est la théorie. Non, c'est pas que la théorie. Et d'équilibrer la balance extérieure, Ce absolument. n'est pas que la théorie. Parce que, et d'ailleurs je suis totalement d'accord sur la balance extérieure, c'est vrai qu'au lieu d'aller acheter ce qui est produit ailleurs, venir le faire produire ici, c'est quand même nettement plus intelligent. Il n'y a pas de secret. Et donc, ce n'est pas que de la théorie. Je ne sais plus quelle est la taxe. Si, c'est l'impôt sur les sociétés qui, ramené à 25%, Ouais. rapporte davantage Ouais. que lorsqu'il était à 34%. Ouais. Oui, Non, absolument. mais si, c'est C'est sur les que- chiffres. Oui, ils sont totalement, enfin, ils sont biaisés parce qu'ils sont biaisés par le niveau d'activité. Non, mais bien sûr qu'ils sont biaisés par le niveau d'activité. Non, mais ce que je veux dire, t'as pas eu, c'est-à-dire, c'est sur un niveau de croissance, donc sur 2 ans, qui est un niveau de croissance post-Covid, de rattrapage, etc. et tout. C'est là qu'on va voir maintenant si l'impôt à 25%, il rapporte autant. C'est-à-dire, tu peux pas te comparer aux années 2018-2019, tu vois. Bon, Les rentrées de TVA aussi ont été supérieures et on n'a rien changé sur la TVA. d'accord, mais en Voilà. tous les cas, le fait que... Mais c'est il bien y de ait le pas- dire. Ça a pas. Oui, voilà. Non, ça a mais pas. en tous les cas, ça n'a pas fait s'effondrer Exactement. le ça va. rendement de la taxe. Et ça a redonné la C'est- compétitivité. Et c'est la démonstration de ce que tu voulais dire, c'est-à-dire c'est l'activité qui Bien fait sûr. la recette Qui fiscale, fait la recette et fiscale, non pas, et non pas le montant des taux exactement. sur lesquels on a La un débat taille- politique exactement. permanent, remonter les la taxes, base remonter les imposable soit taxes. grosse. Exactement, C'est c'est la base On imposable. grossit qui la fait base le- imposable. Exactement. C'est la prochaine étape de la pédagogie.
dire, et je le vois, enfin je vois bien, je ne sais pas d'ailleurs quelle est sa prochaine étape de la pédagogie, mais ce que je constate, c'est que de manière assez paradoxale, il est en train de faire la pédagogie de sa réforme des retraites après la réforme des retraites. Peut-être pour que les choses se calment, et parce qu'il avait peut-être tiré le diagnostic qu'il n'y avait pas moyen de faire la pédagogie avant. Mais je n'exclus pas que cette contestation rentre dans son lit, parce que petit à petit, il est en train de dérouler la logique globale. Et bien, effectivement, la prochaine étape de la démonstration, c'est que la base imposable sera beaucoup plus importante et que tout ça va permettre de financer notre modèle social. Bon, bah voilà. C'est la logique globale, et je pense qu'effectivement, Reste à accélérer sur la simplification globale dans le pays. Hein, parce que pour installer une usine en France, il faut 18 mois. Ouais. Pour faire la même chose en Allemagne ou en Europe, il en faut 6. 2 à 3 fois moins de temps. Ouais, c'est ça. Et aux États-Unis, c'est 4 fois moins. Ouais. Donc ça reste quand même un sujet. L'empilement administratif, l'ultra complexité de faire quoi que ce soit qui soit industriel dans ce pays. Et puis aussi de la pédagogie auprès des jeunes générations. Moi, je vous le rappelle, je suis président bénévole d'une école d'ingénieurs. On a quand même beaucoup de top 1 ou de gens qui rentrent sur dossier dans les écoles d'ingénieurs qui ont une image exécrable de ce que c'est qu'une industrie. C'est un ennemi de l'environnement, c'est un ennemi de la planète. Les patrons, c'est pas beaucoup mieux. Enfin bon, on a quand même une pédagogie de l'économie et de l'industrie à refaire. On a travaillé dernièrement la raison d'être de l'école d'ingénieurs, Centrale Méditerranée, puisque maintenant elle est basée sur Marseille et sur Nice. Et il a fallu ferrailler entre les différents groupes de travail pour faire apparaître le terme industrie, ce qui paraît dingue. Ça me déprime. Ça me déprime. Non, parce que je l'entends de la part de gars qui ont tout perdu, qui sont... Enfin, tu vois, tu comprends les victimes de la mondialisation, tout ce qu'on dit et tout, je comprends tout à fait. Mais de la part de jeunes gars qui se destinent à être ingénieurs... Absolument, absolument. Comme je dis, hein, on n'est pas obligé non plus d'aller faire une école d'ingénieur si on est convaincu que c'est une catastrophe. Par contre, il faut essayer de réfléchir un petit peu. On va pas recréer... mais Elon Musk, ça les fait pas kiffer, tes jeunes ingénieurs? C'est un ingénieur. Mais pas tout le monde. Et on ne va pas recréer des capacités sociales dans un pays si d'abord on n'a pas créé la valeur qui permet de la redistribuer. C'est basique. La com, hein. Quand tu gardes un chiffre très simple et tu dis l'industrie est responsable de 19% des émissions à CO2, en fait, tu as tué un petit peu l'image de l'industrie en 3 mots. Donc c'est pour ça que tu dois te battre il faut surtout de manière dire que pédagogique. ce qui permettra de faire baisser le taux, c'est l'industrie. C'est l'industrie et les d'ailleurs, c'est l'industrie. D'ailleurs, important quand même, hein, vous avez peut-être vu ça, mais vous l'avez peut-être pas vu, c'est pour ça que je tiens à le dire, mais Nordvolt, parce qu'on avait beaucoup parlé, hein, le numéro 1 européen des batteries. Vous vous souvenez, Nordvolt, donc, qui devait monter une usine en Allemagne et qui a dit, oh, on va finalement aller aux États-Unis. Ben non, finalement, il le fait en Allemagne. Et je ne sais pas combien ça coûte aux Allemands, mais ils ont les moyens. On peut toujours critiquer aussi les timings. C'est vrai que là, par exemple, Stellantis, ils sont en train de se battre un peu avec le Canada parce qu'ils ont mis stop sur la construction de leur usine, justement, au Canada, parce que le gouvernement ou la province aurait un peu changé son fusil d'épaule. Donc tu vois que rien n'est vert partout. Tu peux aller plus vite. Il faut de la stabilité. Mais il faut de la stabilité. En fait, dans la loi Industrie verte, un des chantiers, c'est justement de pouvoir préparer. Donc ça, c'est aujourd'hui, hein, Industrie verte. Voilà. De pouvoir justement. Et il y a ton histoire de simplification dans la loi Industrie verte. Il y a ça. Et puis dans les annonces de Choose France dont tu parlais tout à l'heure, donc on a Prologium là, qui est la méga factory de batteries qui s'installe à Dunkerque. Et puis on a Nucléo, qui est une boîte italienne. Ouais. Dans le nucléaire, hein, donc sur les petits réacteurs, qui prévoit d'investir 3 milliards à 2030. Voilà, non seulement c'est bien parce que ce sont des investissements étrangers en France, mais ils sont sur les priorités stratégiques desquelles on s'est emparé. Donc franchement... Mais Dunkerque, ça devient un beau hub pour la batterie. Hein. Tu vois le truc, là, c'est pas mal. Hein, 4 grandes usines. Et puis l'ensemble des paramètres qui se rajoutent les uns aux autres. Hein. Tu vas voir Xavier Bertrand à un moment arriver avec des cellules de batterie. Là. Non, mais quand tu crées en plus un cluster de technologie, c'est le but, évidemment. En plus, les écoles qui vont monter sur cette formation, ça entraîne tout. C'est ce qu'on nous racontait sur Shenzhen. Tu as besoin d'un nouvel écran, tu traverses la rue. Ouais, c'était exactement ça. Peut-être un dernier point. C'était peut-être toi, Luc, qui me racontait ça d'ailleurs à l'époque. On parlait d'Infravia tout à l'heure. C'est juste. Donc pour le fonds d'investissement dans les métaux stratégiques. Exactement. À dire. Ça sent la vie là. Quand on parle de fonds d'investissement, attention, c'est pas un fonds comme on va faire un BPI ou autre, c'est un vrai fonds d'investissement. Donc moi, la question que j'ai, c'est plutôt de se dire, privé. Oui, mais à 5 ou 10 ans, tu fais quoi? Parce qu'un fonds d'investissement, il sort ses participations, c'est ça. Donc,
finalement, si tu as pris des participations avec ce fonds, oui, c'est un fonds de long terme, mais à 10-15 ans, tu dois déboucler tes participations. Donc, si tu as fait ça, tu as sécurisé pendant 5 ou 10 ans tes approvisionnements. Et que dans 5 ou 10 ans, c'est le TRI qui doit parler. Donc, le fonds d'investissement, il doit sortir. Toi, tu as mis 500 millions État sur les 2 milliards, donc tu n'as pas ton mot à dire. Le fonds, il a des performances à rendre à ses LPs, à ses investisseurs. Oui, mais si c'est toi de ces investisseurs, c'est toi qui as mis le pognon dans le fond. Non, mais tu n'en es qu'un. Oui, mais c'est toi, c'est Total, c'est les gros acteurs industriels français, c'est ce que je comprends. Il faut juste faire attention aux conditions de sortie. Moi, je dis juste un fonds d'investissement classique. Tu crois pas qu'ils ont 2-3 gars qui sont capables de gérer ça, non, mais Cédric? Non, ça, j'ai aucun doute là-dessus. Mais il faut juste être sûr qu'au moment de la sortie... Au moment de la sortie... Cela dit, ça doit être passionnant comme job. Mais ça, c'est très intéressant. Comment tu sécurises l'approvisionnement à long terme de tes industries clés du futur. Mais moi, ce que je veux pas, c'est que dans 10 ans, on le revende aux Chinois parce qu'ils auront mis un meilleur prix qu'un Allemand. Je comprends. Intéressant. Intéressant. Que tout cela doit nous rendre vigilants sur notre souveraineté à long terme, c'est indéniable. Et ceux qui veulent tout regarder de manière sombre disent on est en train de brader l'économie française aux étrangers. Non, personne ne dit ça. Qui dit ça? Vos nouveaux amis de la CGT disent ça, mais sinon les gens normaux ils disent pas ça. Si, il y a des gens normaux qui disent ça. Vous savez quand même que non, parce que cet enthousiasme cégétiste me ravit. Mais enfin, la CGT était historiquement dirigée par des industriels. La rupture de Sophie Binet, c'est que c'est une jeune femme sans doute formidable qui a fait des études de philosophie et qui était conseillère d'orientation quand même. Tout à fait. Voilà. Tout ça pour dire le prisme industriel de la CGT, j'attends de voir. Non, mais pour ce qui est des gens qui contestent, il y a des gens qui considèrent que la souveraineté passe par le fait de se débrouiller tout seul et pas appeler des investisseurs étrangers. Oui. Je pense qu'il faut bien entendu les deux et bien entendu être vigilant. Mais c'est quand même une séquence très positive. Super. Eh ben, on marque une pause et on continue dans un instant. On repart. On remarque toujours Macron. Longue interview intéressante dans l'opinion. D'ailleurs, je voyais hier soir Nicolas Bétou qui disait le secret pour réussir une interview d'Emmanuel Macron, c'est de ne pas le laisser finir ses phrases. C'est-à-dire de l'empêcher de partir dans des développements interminables. Je trouvais ça intéressant. Je suis inquiet par la fragmentation du rapport au travail entre ceux qui font des travaux postés, des travaux... Donc, on va voir dans une séquence syndicale qui commence aujourd'hui et demain, des travaux postés, des travaux... Et puis, donc, il y a la réception de la CGT, ça va très bien se passer, puisqu'il y a une nouvelle union. Ça, je ne vais pas vous lâcher avec ça. Des travaux postés, des travaux d'aide à la personne. Donc, alors, sérieux. Je suis inquiet, dit Macron, par la fragmentation du rapport au travail entre ceux qui font des travaux postés, travaux d'aide à la personne, et les cadres qui désormais font de plus en plus de télétravail. Ça crée des inégalités qui vont fracturer notre société. Pour le reste, on ne peut pas laisser la société s'installer dans une désaffection à l'égard du travail. Je crois à l'émancipation par le travail contre une société d'assignation. C'est une de ces grandes phrases, ça. Et je ne partage pas l'opinion de ceux qui prétendent qu'à 64 ans, c'est 2 ans de vie sacrifiée. Non, le travail, même si je ne sous-estime pas qu'il n'est pas toujours facile, c'est ce qui permet de construire l'avenir. Amen, hein? Ah non, mais il n'y a rien à dire. Ouais. Et franchement, ça fait tellement de bien de l'entendre, et de l'entendre avec précision, avec clarté, en l'assumant, en l'assénant. Comment on a pu avoir des médias qui ont tendu des micros à des espèces d'égarés qui ont prétendu qu'il y avait un droit à la paresse. Enfin, non, il est temps d'entendre cela et de l'entendre relayer, de l'entendre marteler. C'est le travail qui crée de la richesse, c'est le travail qui émancipe. Ça ne veut pas dire que le travail doit continuer à être comme il était au 19e siècle. Il doit pas être usant. On doit progresser dans le monde du travail. Maintenant, sur la fragmentation, il faut aussi avoir à l'esprit qu'un certain nombre de mesures qui sont poussées par le gouvernement contribuent à créer des écarts entre les entreprises et les salariés. Je ne vois pas quelle est la PME qui est capable d'offrir des bonus, comme Total est capable d'en offrir, comme LVMH est capable d'en offrir, dans le partage de la valeur.
dès lors qu'on ne fiscalise pas ce partage de la valeur et qu'il est destiné à ceux qui travaillent dans l'entreprise, eh bien... Mais de quoi tu parles qui n'est pas fiscalisé? De quel bonus tu parles qui n'est pas fiscalisé? La prime Macron, tu veux dire? Non, je dis qu'à partir du moment où on veut orienter le partage de la valeur au sein même de l'entreprise avec les salariés pour qu'ils aient des bonus, des primes, des participations liées aux performances de l'entreprise, je ne sais pas quelle est la PME qui est capable d'afficher les performances à hauteur d'un total. Ça, Léonidas, c'est une question de fond, mais fondamentale, parce que en fait, c'est la seule solution. En fait, la seule solution pour essayer de redonner un tout petit peu de pouvoir d'achat, c'est de sortir des grilles salariales qui sont surfiscalisées. D'où effectivement ce travers que tu dénonces. Mais on est d'accord, mais d'où effectivement des écarts, et des écarts qui vont à un moment donné, il parle de fragmentation du travail, créer des tensions au sein même du monde salarié. Il faut l'avoir à l'esprit. Je n'ai pas trouvé mieux, hein, et je ne vais certainement pas plaider pour qu'on mette des taxes, pour que tout le monde voit la répartition arriver jusqu'à chez lui. En revanche, même sur la répartition de la valeur, juste rappeler que nous sommes le pays qui répartit le plus, et en principe, nous sommes le pays qui répartit le plus parce que ça nous semble être un élément de justice. Alors, j'ai pas totalement vu que cette justice poussée à son paroxysme faisait de notre pays un havre de paix et de concordance et de concorde, je veux dire, sociale. C'est un vrai défi. Luc, il y a un défi. Alors, tu prépares un sommet. Il est annuel pour toi, hein, le Next Gen Summit, il est annuel. Celui qu'on fait à Paris est annuel, effectivement, voilà. Le 15 et le 16 juin. Et il y a un défi de management énorme, en fait. Il y a un défi de management énorme parce que, comme le disait Léonidas, les entreprises ont changé entre la dernière révolution industrielle et celle que nous connaissons aujourd'hui. Nous sommes ici sur le plateau et je le suis totalement pro-entreprise et pro-industrie. Par contre, il y a beaucoup de progrès à faire à court terme pour ces organisations. Parce qu'aujourd'hui, regardez la top et la bottom line, donc le chiffre d'affaires et le résultat net, c'est très insuffisant à piloter une entreprise et à maîtriser ses impacts qui sont systémiques et qui aujourd'hui sont même planétaires. Donc on regarde les résultats financiers parce que sans eux, on n'arrive pas à payer, on n'arrive pas à tenir le filet social et à répartir la valeur. Donc ça, on l'a déjà dit. Mais on regarde aussi l'impact social. Si une entreprise ou des industries génèrent des burn-out, des maladies du travail, et qu'au final, ça se retrouve dans les comptes sociaux de la nation, c'est une catastrophe. Donc il faut être capable de juguler ça. Et puis, schématiquement, le dernier volet, c'est le volet environnemental. Parce que si on dit, en France, on ne fracture pas les gaz de schiste et on ne pollue pas la planète, mais que sur un voile pudique, on sous-traite ça au Bangladesh, en Chine... Et en Amérique. Ou au Canada, et en Amérique. Le gaz liquéfié. Au final, c'est un jeu de dupes et c'est prendre les Européens pour des idiots. Moi, il y a un reportage qui m'a beaucoup marqué. C'est, je crois que c'était sur Arte, où on voit des melons brésiliens dans des commerces de proximité en France qui sont réalisés avec des néonicotinoïdes qui sont interdits aux agriculteurs européens, mais que l'Europe vend aux agriculteurs brésiliens pour les rapatrier par avion ou par bateau, parce que le melon n'a pas une durée de vie gigantesque. Donc on voit bien l'absurdité, la folie pure du système européen sur cet exemple des melons brésiliens fabriqués avec les saloperies qu'on refuse de mettre dans nos sols en Europe. Donc moi, Alors, je ne sais pas si c'est des saloperies, mais en tout cas, à partir du moment où on décide que c'est des saloperies, on doit aller au bout du concept. C'est légalement des saloperies, puisqu'elles sont interdites en Europe. Sinon, j'aurais utilisé un autre terme. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a décidé d'appeler notre sommet cette année donc vers l'entreprise régénératrice, c'est-à-dire une entreprise qui non seulement est capable de mesurer et de piloter avec un nouveau tableau de bord son activité, pas uniquement financière mais globale, et d'essayer d'avoir un impact qui améliore la société et l'environnement. Et si tu le permets, je voulais quand même remercier les entreprises qui ont le courage de nous aider. Bien sûr, vas-y. Le groupe, au premier titre desquels le groupe KPMG, qui est devenu d'ailleurs le premier grand groupe à devenir société à mission. Ça ne vous a pas échappé? Non, ça ne m'a pas échappé. Alors là, c'est peut-être un débat qu'on aura. On aura. Et avec qui? Les voir au board de
Impact France. C'est ça économie sociale et solidaire. Oui, voilà, c'est ça. Voir KPMG au board de l'association qui réunit l'économie sociale et solidaire, ça me fait un peu penser à tes melons brésiliens quand même, tu vois. Mon cher Luc. Enfin bon. C'est un débat que j'espère on aura. Ouais. Je suis très à l'aise et très détendu on va se revoir là-dessus. À l'aborder Ça m'intéresse. sereinement. Mais je pense que voilà, il y a des dirigeants dans certains grands groupes qui ont le courage de vouloir faire pivoter leur mode de management, leur mode de pilotage de l'entreprise. Et c'est assez remarquable. La présidente de KPMG, Marie Guillemot, par exemple, fait partie de ces gens extraordinaires qui prennent un risque considérable en emmenant des sociétés. KPMG, pour votre info, ils fêtent leurs 100 ans cette année. C'est une institution. Et donc, arriver à faire pivoter cet éléphant, à faire danser cet éléphant, c'est quand même très courageux. Voilà. Donc, c'est bien. L'un de nos partenaires. Tu sais comment on mange un éléphant, Cédric? Alors, j'attends que tu me l'apprennes. En le coupant en petits morceaux. Logique. C'est un proverbe, je sais pas quoi, africain, chinois, voilà, là où il y a des éléphants, quoi, en tout cas. Voilà. Mais Et ça donc... valait la peine. Mais oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'aucune tâche n'est insurmontable à partir du moment où tu as la méthode. C'est ça que ça veut dire. Cédric, comment est-ce que tu vois la séquence syndicale là Sur le travail, pour revenir une seconde sur Je t'en prie. je pense que, premièrement, il a raison parce qu'il lutte contre cette volonté plutôt d'extrême gauche de convaincre les Français que le travail, c'est l'asservissement. Ouais. Et ça, honnêtement, c'est vraiment une horreur d'entendre ça. Et alors que le travail, ça permet l'apprentissage, c'est le lien social, ça a plein de valeurs. Rien n'est parfait. Le développement de l'estime de soi. Exactement. Très important. Oui, enfin avant ça, simplement, ça crée la valeur qui permet derrière de se rémunérer et de se nourrir. Bien Puisque sûr, on va assez peu en fait chasser les animaux qu'on consomme ensuite. Il y a des valeurs morales aussi. Voilà. Oui, bien sûr. Et stop à l'asservissement, et je trouve que c'est bon toujours de rappeler ça. Deuxièmement, sur la fragmentation, je pense que les révolutions qui sont en train de naître, que ce soit le télétravail ou l'IA ou autre, ne sont pas forcément toujours au bénéfice des cadres. Mais... C'est pas forcément, là on le présente un petit peu entre les postés, les non postés et ceux qui font de l'aide à domicile, mais c'est pas forcément ça, parce que on est tombé dans un extrême avec le télétravail plein. Néanmoins, quand tu es loin du lieu physique de l'entreprise, comment tu manages? Tu ne manages pas des gens à distance. Il faut du lien, et ça, c'est clé. Et finalement... Non, et ce que tu disais, alors, on en parlait la semaine dernière, IBM, on a fait une communication au marché. IBM arrête les recrutements de l'ensemble de ceux dont ils pensent qu'ils vont être à un moment ou à un autre remplacés par l'intelligence artificielle. Et c'est évidemment toutes les fonctions support de l'entreprise et donc massivement les cadres qui sont aujourd'hui en télétravail. Et après, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que le télétravail concerne beaucoup les cadres, et si on caricature un petit peu, le télétravail va plutôt être le lundi, vendredi pour avoir plutôt une phase un peu longue de week-end, être en famille et autres, ça ouvrira un débat que je trouve extrêmement intéressant pour les gens postés, qui est la semaine de 4 jours. Tu fais tes 35 heures en 4 jours, comme ça tu as un week-end plus long et tout. Et donc on n'aura pas forcément la même solution à apporter, mais on peut donner à chaque salarié dans l'entreprise une réponse différente pour le même bien-être, et finalement avoir un week-end un peu plus long, un peu plus de temps en famille. Je trouve que c'est intéressant d'ouvrir ce débat de la semaine des 4 jours. Alors, je sais pas on l'a ouvert beaucoup autour de cette table, et notamment avec Luc, exactement dans le sens que tu dis là. Exactement. C'est effectivement un moyen de répondre à cette fragmentation. Je ne sais pas si, néanmoins, on doit ouvrir des sujets comme ceux-là qui sont assez systématiquement des objets de tentation pour le politique, qui, lui, a sa méthode. Et sa méthode, c'est une loi, un décret, une circulaire. Et dès lors qu'il y a une loi, ça veut dire que c'est la même chose pour tout le monde. Et on sait que ça nous a mené aux 35 heures, qui a été quand même une catastrophe, c'est sûr, dont on n'est pas encore totalement remis. Et que l'on ait un débat dans l'entreprise avec tel collaborateur avec qui c'est possible, un débat différent avec d'autres collaborateurs parce que c'est plus compliqué, qu'on l'ait dans des entreprises où on peut le faire et qu'on ne l'ait pas là, on ne peut pas le faire. Enfin, toutes ces nuances que l'on connaît, on connaît tous toute la gamme des entreprises où les choses sont faisables dans certains cas, pas faisables dans d'autres. Tout ce discernement-là est étranger aux politiques et à l'administration.
Et oui, mais ça n'empêche pas que la séquence qui s'ouvre avec les syndicats et autres peut permettre d'ouvrir, parce que tu peux pas constater la fragmentation qui commence et qui va se développer sans apporter des solutions. Oui, mais les entreprises les apportent, c'est ce que dit Léonidas. Si on en a parlé le mois dernier, la semaine de 4 jours, je peux encore le citer d'ailleurs, c'était une initiative prise par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, c'est 3500 personnes quand même, sur la semaine de 4 jours, et le DRH formidable de la CNAV m'expliquait qu'il le faisait avec énormément de précautions, en fait, tu vois, parce que effectivement c'est un changement systémique. Et voilà, super intéressant. Et donc c'est cela, et effectivement je suis assez d'accord, il faut le faire au niveau de l'entreprise, il ne faut surtout pas mais que les législateurs s'en occupent. Surtout pas. Mais tu n'as pas besoin d'un cadre, c'est les 35 heures le cadre, mon vieux, c'est tranquille. Surtout pas. T'en as un cadre. Non, mais si tu veux, t'as plein. J'ai eu cette discussion, par exemple, en 35 interne. heures, accord d'entreprise. En parler, tu peux dire, est-ce que c'est 4 jours, 35 heures que tu fais en 4 jours? Est-ce que moi j'ai eu cette discussion? Mais c'est dans l'entreprise que ça se négocie, Cédric. Certainement pas au Parlement, mon Dieu. Si tu veux, toutes les tailles d'entreprise peuvent pas agir de la même manière, et tu vas créer des distorsions entre les entreprises. Après, elles devront s'adapter parce que sinon, elles attireront. Aujourd'hui, si tu veux, les entreprises qui vont les premières sur la semaine de 4 jours, ce sont plutôt des entreprises petites ou moyennes. Et qu'est-ce que ça permet? Ça permet une différenciation marketing sur le marché. Aujourd'hui, les talents sont rares, on les attire comme on peut. Et je pense que dans un certain nombre de cas, à condition que l'entreprise n'en fasse pas un dogme, ça peut être une option pour le manager pour attirer certains talents, boucher certains trous dans les agendas et avoir une palette d'options disponibles qui permettent de satisfaire un maximum de salariés. Donc de ce point de vue, moi je trouve que c'est une très bonne variante. Et si ça peut répondre à un certain nombre de cas, il faut l'utiliser. Enfin, mais objectivement, et à la maille de l'entreprise. C'est quand même des éléments de désorganisation de l'entreprise. Il faut le dire vraiment, c'est de la désorganisation. Les équipes qui sont pas toutes là en même temps. Il faut attendre. Tu peux pas dire ça. Et c'est le changement. Mais oui, on est toujours contre le changement. Mais à la fin, il faut bouger. Et que oui, ça désorganise à court terme, mais il faut trouver des solutions. Oui, mais on peut pas. Non, mais je l'entends. Fragmentation, tu vois, c'est ça. C'est vrai. Vraiment, là, de ce point de vue-là, je suis très aligné avec mes amis du monde patronal. Que l'on donne cela à des administrations et au pouvoir normatif, et c'est un désastre. On l'a déjà expérimenté, on ne va pas la rejouer. Et la tentation est permanente de la part des politiques de vouloir se l'accaparer pour dire « je l'ai fait ». Et parce qu'il veut surtout dans cette période. Tu peux insuffler une dynamique, puisque comme Emmanuel Macron, justement, discutait de décentralisation en même temps. Non, pardonne-moi, je voudrais t'interrompre sur un point qui me semble absolument essentiel. Le drame que c'est. Tu l'as énervé. On a 20 ans. Non, mais je ne veux pas qu'il y ait la moindre ambiguïté. C'est pas un sujet sur lequel on peut être d'accord. C'est une catastrophe. On a fait du mal à notre pays avec les 35 heures en le prenant comme on l'a fait. On ne va pas la rejouer. Donc, véritablement, je veux bien qu'on donne une impulsion. On a tout dit, là. On ne va pas la rejouer. Ok, Léonidas. On a tout dit. Non, parce que là, dans les rencontres syndicales, la CFDT, ils veulent remettre quand même le CHSCT. Alors j'en ai discuté, et notamment la semaine dernière avec Françoise Gris qui vient nous voir régulièrement, l'ancienne patronne de Manpower, etc. C'est une bonne amie, oui. Ouais, discussion super intéressante. J'imaginais pas l'impact en fait de ce truc du CHSCT, etc. Et tout. Autre élément, donc c'était les ordonnances Macron de 2017, division par 3 ou 4 des heures de délégation. Donc ça a redonné. Et les gars, ce qu'ils veulent quand même, tu vois, quand tu mets ça après entre les mains de la négociation collective, comment on dit, interprofessionnelle, ou entre les mains des parlementaires, mais c'est sûr que tu te retrouves avec des catastrophes, quoi. Mais ouais. Non, mais il n'y a aucun doute. Et puis, j'ai jamais pourtant dit qu'il fallait absolument que ça soit porté par le pouvoir central. Mais c'est de dire, il faut l'ouvrir. C'est pareil pour le conditionnement des aides, d'ailleurs, Léonidas, j'imagine. C'est une boîte de Pandore terrible, ça. Non, mais... Parce que c'est ce qu'ils vont demander, les syndicats. Mais ils vont demander de mettre toute l'administration des aides genrées, des trucs regarder. comme ça. Enfin, tu vas avoir un truc de dingue. Non, mais je pense que la tentation d'avoir une économie administrée, elle est là tous les jours, tous les matins, et elle a ses porte-paroles, elle a ses délégués qui sont très actifs, et il faut repousser ces tentations. Enfin, maintenant qu'il y ait, que l'on rende compte, ça ne me dérange pas que l'on rende compte, mais toutes les aides effectivement conditionnées, ça veut dire qu'il y a une administration, un contrôle derrière chaque entreprise, et c'est une horreur, oui.
Bon. Mais cela dit, pardon, parce qu'on a au milieu de tout ça, effectivement, une nouvelle séquence des représentations sociales, syndicales, de patronales, nouveaux responsables syndicaux, de nouveaux responsables patronaux, et je pense que l'on est en train d'arriver à un moment, enfin, bon, je suis de près la campagne de Patrick Martin, que je trouve très alerte et très vigilant sur tous ces sujets. Il est conscient que l'on a à la fois une séquence qui est importante pour les entreprises, mais que c'est une séquence qui est fondamentale pour le pays. D'ailleurs, son porte-drapeau, c'est une ambition pour le MEDEF et pour la France. Tu sais quoi, Léonidas, on aura l'occasion de se revoir avant le 6 juillet. Avant le 6 juillet. On va organiser ça. Particulière sur le sujet. Et en fait, moi, je pense que c'est le gars qui est à peu près à la hauteur de ce qu'il arrive en fait au syndicat. C'est-à-dire qu'on est quand même sur une... descente de division, quoi, voilà, on va le dire comme ça. C'est-à-dire, tu lis dans les discours, dans les interviews, etc. Il n'y a rien, quoi. On se retrouve aujourd'hui. Mais c'est pas un reproche, d'ailleurs, parce que je vois pas ce qu'il pourrait y avoir. Non, mais en tous les cas, on est dans prêt, de la gestion basique, il est classique. Prêt, mais il est prêt avec, un moment important où on sent bien que toutes ces questions vont devoir être posées et que le monde patronal doit être capable d'apporter la réponse, parce qu'en l'occurrence, et il a fait la démonstration... Parce que, par exemple, j'aimerais bien qu'il me parle de ChatGPT, moi, tiens, pour continuer. Là. C'est-à-dire, j'aimerais bien que le nouveau patron du MEDEF presque ne parle que de ça, finalement. De la transformation phénoménale du travail qui nous attend devant l'intelligence artificielle. Pour parler des nouvelles de la tech, on change de sujet. Je peux t'assurer que c'est un sujet dont il est parfaitement conscient qu'il est en train de bouleverser l'économie de nos entreprises. Et que le MEDEF s'intéresse aussi au management, aux nouvelles formes de management, parce que je pense qu'il y a un peu de travail, et je parle en connaissance sur le sujet. C'est-à-dire je pense que l'organisation... Ils sont un peu restés dans les années 80, tu veux dire a besoin, je pense, de pousser, j'espère que ce sera l'occasion de le faire, de pousser ces nouvelles formes de management, qui aujourd'hui sont regardées comme un tube à essai, quelque chose de potentiellement dangereux. Enfin, il n'y a pas vraiment une projection dans les nouveaux modes de fonctionnement. Mais je pense que le MEDEF est beaucoup plus à même d'ouvrir la séquence dont Cédric parlait tout à l'heure, en disant que pour que le travail redevienne une valeur partagée dans notre pays, il faut qu'il y ait un mieux vivre au travail qui se généralise, parce que l'on a, en l'occurrence, des endroits où on vit très très bien au travail, et puis à l'évidence, on a découvert qu'il y a une France périphérique du travail où tous ces progrès-là n'ont pas été insufflés, mais c'est au patronat de le porter. Moi, je suis absolument persuadé que c'est le mandat que se donne Patrick Martin. Alors, l'Union européenne, on va voir ça, donc 19 plateformes vont faire l'objet d'une surveillance inédite. Alors, il y a 4 fois Google dans le truc, c'est quand même, ça montre le caractère protéiforme de cet acteur. J'ai été surpris. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Alibaba, Amazon, bref, tous nos amis sont là. Au-dessus de 45 millions d'utilisateurs dans l'Union européenne. Ces plateformes vont devoir procéder à des évaluations annuelles des risques de préjudice causés par leurs services, avec des mesures d'atténuation de ces risques. Il faut offrir aux utilisateurs le choix de se retirer des systèmes de recommandation basés sur le profilage. Et Thierry Breton attend avec impatience une invitation au siège de ByteDance pour comprendre comment fonctionne TikTok. Cédric, comment est-ce que tu regardes cette séquence, ligne Maginot ou véritable... Moi, j'ai un peu l'impression d'une ligne Maginot, si tu veux, qui va se contourner dans tous les sens. Voilà, on s'en fout. Ou c'est quelque chose d'important. Je ne sais pas si... Non, c'est important. Il faut laisser place à l'innovation. Ça veut dire que c'est ça qui est bien, de mettre une barrière assez haute, 45 millions d'utilisateurs, permet à plein d'acteurs petits d'émerger. Oui, c'est vrai. Et ça, je trouve que c'est bien, parce que tu mets des contraintes aux géants qui ont déjà pris des grosses parts de marché, sans tuer l'innovation des petits qui peuvent créer quelque chose dans leur garage et grossir de manière exponentielle très rapidement et aller concurrencer tout le monde. Donc moi je trouve que c'est bien de légiférer pour mettre un cadre à ces gens-là qui ont à un moment pris trop de place et de temps en temps s'accommodent un peu trop facilement des règles. Et non, je trouve que c'est un bon Messieurs les experts du domaine. Moi je pense qu'il faut donner les super pouvoirs à Thierry Breton pour être beaucoup plus incisif. Ce qui est proposé là est le strict minimum syndical.
Facebook fait de la distorsion d'information. Microsoft profite de sa position dominante pour imposer Teams pendant le Covid. Google... Comment ça, imposer Teams? Ils l'ont pas imposé. Teams, c'est packagé, oui. Teams, c'est complètement... Bah oui, ils le package, mais ils l'imposent pas. Non, mais Enfin, c'est d'abord Une grosse vibe Zoom By quand même, design, tu vois, et puis après, c'est Microsoft est imposé revenu, parce donc, que ça devient, comme c'est donné gratuitement au début, comme tout, hein, que les Américains assèchent toujours. non, le marée à la grande $1 force, c'est que c'est couplé à ton agenda Outlook. Ok, Et donc, bon. effectivement, tu y vas tout de suite, mais si ils ne tu veux, l'imposent pas, bon Dieu. Enfin, ils avant le facilitent la Covid, vie. personne ne connaît Teams. À la fin du Covid, tout le monde l'utilise. Et Ouais, mais c'est pas lié à Teams. On va dire que la vibe c'est est pas lié à la Teams. même. Bah non, c'est pas lié à Zoom. Teams, c'est lié à Non, non, Microsoft. non, On est c'est bien quand d'accord. même Donc Zoom, tu c'est vois, bien. Et puis après, les entreprises, Non, elles non, ont besoin non, de sécurité. enfin, Et que quand tu vois l'énorme brèche de sécurité qu'il y a eu chez Zoom, bah, les entreprises. elles sont Non, rationnelles. Non, mais tu as eu un moment. travaille sur un Zoom. gros truc. Écoute, mais moi, La moi, je te valeur le dis, de Zoom en bourse, regarde là, elle n'a pas du tout pâti du problème de sécurité. Oui, mais C'est à pas la du fin, tout le les sujet. entreprises, Non, elles non. reviennent, elles utilisent Non, Microsoft. mais absolument, pardon, absolument. excusez-moi, Ça mais s'appelle je vais un bras de abonder levier. dans ce On parle que tu tous dis. ensemble, personne ne comprend rien. Vas-y. Abonder dans ce que tu dis, il y a véritablement du bundling, c'est-à-dire que tout ça est totalement vrai. Mais C'est pour pas- nous faciliter la vie, bon Dieu. Non. C'est pas pour te faciliter la vie, c'est pour que ta vie soit facile avec l'ensemble des services de Microsoft et sans que la comparaison ait pu être faite Absolument. avec. Et pardonne-moi, mais c'est la raison pour laquelle les ventes liées sont condamnées depuis Exactement. toujours. D'ailleurs, tu vas trouver un tas d'avantages au dumping parce que tu vas trouver qu'avec du dumping, les prix sont moins chers, mais c'est juste les prix qui permettent d'éviter qu'un concurrent ne rentre. Et en l'occurrence, on est à la fois sur du bundling et sur du dumping puisque c'est offert gratuitement. Et ça permet à Ils sont qui tous d'éviter. gratuits, hein, les logiciels que tu utilises, Zoom ou autre. Non, mais non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Donc on a tué le marché. Non, mais Donc, on a faut créé pas, le marché. faut pas dire que c'est gratuit. C'est gratuit avec l'argent que tu leur donnes. Donc c'est payé, mais Oui, c'est payé juste dans le package voilà, que donc tu- c'est de pas Office gratuit. 365, Mais faut c'est une arrêter de dire suite, que c'est gratuit. Et pourquoi dans le même temps, tu as un Talkspirit qui est français, qui suit pas la même courbe exponentielle et gigantesque de Teams. Et ben c'est parce que ça s'appelle un bras de levier. Faire bras de levier, c'est basique. S'appuyer C'est de la sur sa viande. position C'est- dominante. c'est de la- Attends, c'est de la vente, c'est de la vente liée. Attends, Talkspirit, ils font tout ce que fait. Ils font 90% de ce que fait. Ils font beaucoup plus que ce que fait Teams, bien sûr. D'accord. Ils font beaucoup plus et ils sont franco-français, ils sont sécurisés, ils sont Secnum Cloud et tu n'as pas de problème de breach sur tes données. Oui, parce que je confidentielles. suis d'accord avec le fait que l'interface visio de Microsoft est bien moins bonne que Zoom, Elle est même pas que Zoom. terrible, Elle mais n'est pas terrible, vraiment pas terrible. En fait, Teams Zoom n'avait ouvre beaucoup plus de possibilités. Teams n'avait aucune raison rationnelle de remporter la bataille. Aucune. L'interface est médiocre. Elle est correcte. Hein, Non, elle est médiocre. Ah non, vraiment. Elle est médiocre. Et quand je monte des webtalks, moi en fait, ça s'appelle webtalk maintenant, webinaire, c'est plus, hein, c'est webtalk, 150, 200, 300 personnes, et ben Zoom est 100 fois plus efficace, mais Et puis 100 fois plus efficace et C'est solide. pas fait pour certains segments. Le quoi. bazar Moi, je de travaille de SharePoint pour le Bon, je stockage, pensais pas qu'on etc. allait partir là-dessus. C'est Bref, quand même pas, vas-y, c'est vas-y. quand même pas formidable. Bon, Google. Donc revenons sur, revenons sur, c'est Donc, très faut- insuffisant faut là. donner aujourd'hui. les super pouvoirs à Thierry Breton et il faut attaquer ces sociétés, les prendre la main dans le sac et les attaquer en justice, faire des cases. Et il faut que l'Europe, en ouvrant des cases, dise aux acteurs européens, français et européens, qui veut participer à ce case et qu'on fasse des cases groupés. Qu'est-ce que tu appelles des cases? Des attaques en justice, d'accord. des plaintes. des class actions, si tu veux, mais D'accord, d'entreprises d'accord. qui regroupent 50 entreprises. Figurez-vous que, écoutez bien ce que je vais dire, celui qui a attaqué à la Commission européenne Microsoft pour des positions dominantes et de la vente liée, c'est qui? C'est un Américain qui s'appelle Slack. Mais de qui se moque-t-on? C'est pas mal. C'est magnifique. C'est-à-dire qu'on est tellement incapable en Europe de régler notre marché que c'est les Américains sur notre territoire, sur notre marché, qui viennent régler leurs comptes et qui ouvrent les cases et qui vont chercher derrière les incumbents, les habitants du territoire dont on parle. Enfin, c'est à se taper la tête contre les murs. Mais on a une bataille à mener Excellent. ensemble, Luc, sur ce sujet. C'est que la Commission européenne veuille bien s'emparer de son pouvoir de mesures conservatoires Mais oui. pour que l'on n'ait pas des cases Mais comme tu dis, absolument. de 3 C'est quoi? Attends, je sais pas de quoi vous parlez. Des mesures conservatoires, c'est que lorsque la pratique à fausse la concurrence, on l'arrête au bout de 3 Absolument. mois. On l'arrête sur la plage. Et la seule satisfaction aujourd'hui que Ça veut dire quoi? On l'arrête? Ça veut dire Microsoft n'a plus le droit d'utiliser Voilà. Teams Et après, sur le territoire européen. voilà, On n'a c'est plus ce le qu'on droit a- de c'est ce bundler, qu'on en tout appelle- cas, C'est ce qu'on par appelle défaut, du référé.
ça se règle en 3 mois, et après, il y a l'enquête au fond et tout ce qu'on veut. Exactement. Mais aujourd'hui, la Commission est dans une idée qui est on infligera des amendes. Les amendes, elles sont pas payées. L'affaire la plus ancienne, qui a 12 ans, qui est Shopping, Google Shopping, l'amende était de 2,4 milliards, si ma mémoire est bonne. Le premier euro n'a toujours pas été versé. C'est aujourd'hui encore en appel, Incroyable. Et donc, voilà, tout ça est brandi. Oui, le premier euro de la réparation n'arrive pas dans les entreprises. Et nous ne voulons pas. Les amendes ne nous intéressent pas. On veut que les pratiques s'arrêtent. D'ailleurs, alors je bois les paroles de Léonidas, à chaque fois que ces géants se prennent une amende, les cours de bourse explosent, montent, non pas parce que c'est une bonne nouvelle, parce qu'on a circonscrit le risque au montant de l'amende, qui par ailleurs est ridicule. Cédric. Attends, Cédric. Problème de durée et de montant. Moi, je trouve que les États-Unis, le secteur que je connaissais bien, c'était les banques et les assurances. Moi, je me souviens que BNP a pris 9 milliards d'amendes. 10, ou 10 milliards de dollars. Ouais, mais pour de bonnes raisons. Je trouve, c'est exactement ce que disent Luc et Léonidas. C'est trop long et pas assez cher. Dire que c'est pas dissuasif. Non, mais ça rend dans les comptes. Une grosse part de marché, ça t'a pris 15 ans, tu l'as provisionné 15 fois, tu as déjà fait ton retour sur investissement, tu t'en moques un peu, et même 1 ou 2 milliards. Quand les Américains mettent à BNP Paribas, par exemple, 9-10 milliards. Et Apple, c'était 12. Apple en Irlande, c'était 12. 12 milliards. En l'occurrence, là, Google a à peu près 10 milliards d'amendes en encours. Mais c'est rentré dans leur compte. Absolument. Comment on fait Google, finalement? Si on veut tuer un pan de secteur, c'est totalement amorti. Ça va nous coûter 2 milliards et ça va prendre 10 ans. Bon, mais très bien. Comment ils font, d'ailleurs? C'est très simple. Ils envoient des mémoires d'avocats qui font plus de 1000 pages. Il faut les lire. Il y a le principe du contradictoire. Donc, c'est parti pour des années. Après, on dit, mais vous n'avez pas répondu à l'argument, à la page 1232. Bon, et tout ça part avec le contradictoire, ça dure des années. Et donc, voilà, il y a à un moment donné, peut-être 2 ou 3 milliards qu'il faut régler. Et en attendant, Attendez. Vas-y, un mot, Cédric, un mot et Luc pour finir. Comment la justice est traitée de manière américaine ou européenne? On a la culture du conflit et du juridique, là où les Américains sont beaucoup plus dans la transactionnelle. Oui. Et la durée aussi, elle joue là-dessus. C'est le cœur de tout. Pas forcément plus courte aux États-Unis, c'est juste qu'ils vont beaucoup plus rapidement au transactionnel pour fermer, même si potentiellement ils peuvent payer cher. Donc probablement, et ça, on s'éloigne du sujet, mais la façon, et c'était Éric Dupond-Moretti, je crois qu'il l'a dit il n'y a pas très longtemps, on a cette culture du conflit et du juridique. Mais non, mais c'est notre droit est construit comme ça, absolument. On préfère plus de transactionnel, quitte à mettre des... Et ce qu'on appelle l'extraterritorialité du droit américain, ça n'est rien d'autre que, effectivement, cette culture du transactionnel, mais qui est partout. Allez, le mot de la fin. Le gros problème, c'est que pendant que se règlent ces sujets juridiques, ils prennent les parts de marché. Ouais. Et donc le trust s'installe, l'oligopole s'installe, et on est mis devant le fait accompli. Et même si à la fin on a gagné, on n'a plus que nos yeux pour pleurer, puisque nos champions européens sont morts, secs, desséchés. Léonidas, un dernier mot? Oui, pour illustrer Mais vraiment le 30 genre secondes. de pratique. Pourquoi est-ce que Google n'a pas fait appel, la condamnation qui date d'un peu moins d'1 an, de 220 millions sur la publicité digitale? Il s'avère qu'ils avaient des enchères sur les espaces publicitaires qu'ils remportaient systématiquement. Avec quelque chose qui statistiquement était une anomalie, c'est le montant de la dernière enchère plus 1 centime. Plus 1 centime. Et toutes les enchères qu'ils gagnaient étaient juste supérieures à 1 centime. Statistiquement, si on donne des enchères libre, ça ne peut pas être toujours à 1 centime de plus que l'autre. Et donc pourquoi ils n'ont pas fait appel? Ils n'ont pas fait appel parce qu'ils ont dit effectivement, compte tenu des milliers de cas où c'était juste 1 centime, d'accord, on a reconnu que c'était une faute. Donc en tous les cas, il faut savoir que, parce qu'on pourrait dire, c'est juste qu'ils étaient meilleurs. Non, il y a des pratiques qui sont, à un moment donné, des pratiques qui font condamner. Mais vous avez raison, les gars. Et il faut qu'on les combatte. Même moi, j'étais rentré dans la servitude volontaire entre Outlook et il faut refuser la servitude volontaire, savoir qu'on a des champions en Europe et que pour que nos champions puissent émerger, il ne faut pas qu'on leur mette des bâtons dans les roues et des pots de banane tous les 4 matins. La bataille continue. Merci, et on sera ensemble. Allez les gars, à demain. Nouveau débat, un peu encore autour de l'ensemble de ces sujets. À demain.